Professeur Shmuel Trigano, bonsoir. Bonsoir. Shmuel Trigano, vous êtes professeur émérite des universités de Paris, sociologue, philosophe. Vous dirigez en Israël l'association Dialogia que vous avez créée. Votre thème ce soir est la question non résolue du sionisme politique. Alors, Shmuel Trigano, vous scrutez Israël sous tous ses angles et aujourd'hui, il faut y ajouter une dimension supplémentaire puisqu'Israël n'est pas épargné par les effets du Covid, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan économique. Le pays a déjà traversé 2 périodes de confinement alors que le gouvernement israélien tâtonne, comme les autres, dans ses réponses à donner à cette crise qui fait aussi office de révélateur ou de catalyseur des problèmes qui préexistaient à l'éruption de la pandémie. Alors pour demander aux Juifs de diaspora de monter en Israël, il faut leur proposer un projet qui réponde à leurs aspirations et qui ait un sens pour le sionisme. Il y a beaucoup de questions non résolues qui exigent plus que jamais une réflexion de fond et pas seulement sur le court terme de la crise du Covid. Alors comment y voir clair quand le Covid nous brouille la vue, Shmuel Trigano? Merci. Je voudrais d'abord essayer à dire quelques mots concernant la crise sanitaire elle-même. Parce qu'en fait, il ne se produit pas uniquement une crise sanitaire, mais également une politique et une crise morale. La crise politique, c'est que nous sommes les témoins que tous les pays démocratiques sont ébranlés par cette crise, la confiance que leurs citoyens leur prêtaient. Si vous jetez un œil sur les réseaux sociaux, comme on dit, il y a des délires sur tel complot, telle revendication, telle persécution imaginaire. C'est quelque chose de très dur pour l'homme moderne d'accepter qu'il y a une fatalité naturelle, déjà. Et donc, il y a une déception vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du gouvernement. C'est vrai en Israël, comme c'est vrai en France ou aux États-Unis ou de toutes parts. Et donc, là, si vous voulez, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'est ajouté. C'est qu'en fait, nous avons découvert à l'occasion de cette pandémie que l'État avait un pouvoir sur notre corps, sur le corps des individus. Interdire de sortir, se faire réprimander parce on s'est éloigné du kilomètre nécessaire, être mis d'office en quarantaine, etc., c'est une épreuve considérable pour l'individualisme contemporain. Et la question est de savoir si c'est une question politique, parce que jusqu'où le pouvoir de l'État sur les corps peut-il aller? Mais c'est aussi une question au niveau de la crédibilité des pouvoirs étatiques dans tous les pays démocratiques. Et donc, je souligne, c'est une crise spécifique aux pays démocratiques. Et d'ailleurs, très intéressant de voir que par rapport à l'Afrique, ce sont les pays démocratiques du Nord qui sont le plus les victimes de cette pandémie. La deuxième dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est la question du sens de cette crise. Fini comme une crise sanitaire n'a pas de sens. Produit, euh, le seul sens que l'on pourrait lui imputer, c'est la globalisation qui a rendu possible cette communication aussi rapide de l'épidémie. Mais c'est une crise qui a une portée morale beaucoup plus large. Elle touche d'abord toute l'humanité. C'est un phénomène considérable sur ce plan-là. Elle touche tout rassemblement humain, toute socialité finalement. Et là, c'est une raison que j'ajouterai à ce que le professeur de la Pergola nous a dit, le fait que les lieux de culte juifs, comme les lieux de culte éventuellement d'autres religions, ont été des foyers de contamination. Logiquement, un homme croyant doit se poser la question, de quoi suis-je puni? Cette question n'a pas été posée. Au contraire, le monde ultra-orthodoxe s'est retourné contre l'État. Il a bravé les recommandations sanitaires, etc. Alors qu'en fait,
le fait, il y a quand même quelque chose de très profond. Le fait d'aller à la synagogue, le fait de participer à Purim ou à d'autres choses, a été à l'origine d'une mortalité considérable. Et donc, cette dimension spirituelle, si vous voulez, et l'étonnante non-réaction des ultra-orthodoxes m'ont beaucoup étonné parce qu'en fait, dans la conscience d'un homme religieux croyant, c'est une question qui se pose véritablement. C'est-à-dire qu'en fait, comme si la divinité refusait les supplications et les prières de ses croyants. Et il y a là quelque chose qui n'a pas été véritablement pensé. Alors, en fonction de toutes ces dimensions-là, des problèmes l'après-Covid, comment les sociétés démocratiques occidentales dont les Juifs sont les citoyens vont-elles se réveiller au lendemain de la vaccination? C'est ça la véritable question, parce que d'un côté, l'autorité, l'autorité de l'État est en profonde crise, et de l'autre, il y a une crise économique considérable, et donc qui ne passera pas en 2, 3 jours. Et là, si vous voulez, il y a les éléments d'un paysage pour les Juifs de toutes parts qu'il faut prendre en considération, parce qu'en fait, nous voyons effectivement, comme ça a été rappelé, que la haine des Juifs est susceptible de prendre toutes sortes de formes inattendues, mais des formes encore plus crédibles lorsqu'il y a une crise économique profonde. Et donc, on peut s'attendre à ce que les États occidentaux soient l'objet de très violentes crises sociales du fait de ce chômage considérable et le fait qu'il ne pourra plus être soutenu longtemps par les subventions de l'État. Et je crois que ça, du point de vue juif, est très important. Il est très important de le prendre en considération. Alors, il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur une version de l'antisionisme qui est l'islamo-gauchisme, qui fait rage aux États-Unis, dans les campus ou dans l'intelligentsia française, et peut-être même dans une partie de l'intelligentsia israélienne. Donc il y a un arrière-plan civilisationnel plus large qu'il faut prendre aussi en considération à ce niveau-là. Vous avez remarqué que cette manifestation à Montpellier il y a quelques jours ça avait pour slogan la lutte contre l'israélisation de la société française. Bien, le pendant de la lutte contre l'islamisation de la société française qui est aujourd'hui largement débattue. Et donc, en fait, il y a là une source très importante de développement futur. Alors, je voudrais maintenant passer sur le plan de l'ALIA. Je crois qu'il y a un problème auquel personne n'a pensé, c'est que est-ce que la notion de klita a encore un sens aujourd'hui? Il n'y a plus de klita. Quand vous venez en Israël, c'est un pays divisé, un pays forgé, formé de mixarim, les secteurs ultra-orthodoxes, arabes, bédouins, homosexuels, etc. Nous avons publié il y a quelques semaines un numéro spécial dirigé d'ailleurs par Pascal de la revue Pardes que je dirige sur le peuple israélien. Et là, nous avons 500 pages sur les différentes composantes de la société israélienne. Quand un juif français ou américain vient en Israël, eh bien, les choses sont moins évidentes que dans les années 50 ou les années 60 que moi j'ai connu, la fin des années 60. C'est que à quel Israël s'intégrera-t-il? L'ultra-orthodoxe, le laïque, etc., etc. Il vient avec dans l'esprit une vision théorique et spirituelle de l'Israël de son cœur, si vous voulez.
L'Israël du cœur et de l'imaginaire et de l'espérance n'est pas méprisable. C'est une donnée de la réalité qui meut les gens et qui les fait monter vers Israël. Mais il y a ensuite l'expérience de la réalité, l'expérience du principe de réalité. Et là, les choses ne sont pas évidentes parce qu'en fait, beaucoup d'enquêtes que nous avions faites dans l'association Dialogia, c'est que les Juifs français ne trouvent pas de secteur auquel s'intégrer. Ils ne sont pas tout à fait ultra-orthodoxes, pas tout à fait laïcistes, mais pourtant laïcs, etc., etc. Et donc, ils sont au carrefour de plusieurs sociétés. Et là, on perçoit le fait que la clita n'a plus le sens moral ou même idéologique qu'elle avait auparavant. Dans les années 60 et 70, c'était clair. Le pays auquel on s'ajoutait et dans lequel on s'intégrait. Donc en fait, si vous voulez, je crois que Israël va être confronté de plus en plus à la question de son identité. Israël est un pays de l'OCDE. Kol hakavod, je suis très heureux de cette comparaison. J'ai connu un Israël très pauvre et où effectivement on envoyait à sa famille du café et du chocolat, etc. Mais est-ce que il s'ensuit que le modèle d'identité d'Israël sera celui de l'Europe? Excusez-moi, l'Europe décadente. L'Union européenne a vu la décadence des États-nations. Et c'est dans cette décadence que s'est engouffré l'islamo-gauchisme, etc., etc. Donc, et Obama a européanisé les États-Unis, justement. Et donc, si vous voulez, il y a un choix de société qu'Israël devra faire, ou bien rentrer dans la mouvance et dans la dérive européenne. À ce moment-là, pourquoi viendrais-je en Israël? C'est mieux à Paris et c'est mieux à Londres. Et à Paris, à Londres, comme à Jérusalem, il y a des attentats. Il y a la même insécurité. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ce problème de la spécificité morale, culturelle, etc., de l'État d'Israël. Et alors, ça se travestit à travers des critères réputés politiques, la droite et la gauche, mais c'est bien plus que la droite et la gauche qui est en jeu. Il y a évidemment des caricatures d'un côté comme de l'autre, mais l'enjeu est infiniment plus important. C'est un enjeu, qu'est-ce qu'Israël choisira de construire comme identité? L'idée de la normalité, elle est complètement dépassée. Nous sommes déjà bien plus loin. Mais l'idée de cette spécificité judaïque qui est la raison d'être d'Israël et qui fait qu'il est attractif pour les juifs du monde, et c'est cette raison unique. Il n'y a plus de juifs qui vivent dans les cavernes, comme on disait, etc. Tous les juifs sont des citoyens des États occidentaux bénéficiant de totale liberté et du progrès économique, etc. Donc en fait, ce qui ferait qu'ils viendraient en Israël, c'est justement cette spécificité qu'on ne rencontre pas ni qu'on ne trouve ailleurs. Et donc, je crois que sur le plan de l'ALIA, il faut voir beaucoup plus loin que la situation contemporaine, mais même dans la situation contemporaine. En 2016, à Dialogia, nous avons fait un sondage national israélien. Eh bien, sur l'image des Juifs français. Ben, l'image qui en ressort est plutôt souvent décevante. C'est qu'il y a encore énormément de préjugés juifs dans la société israélienne. Et cette émission à la télévision israélienne sur les Tsarfokaïm, le terme lui-même est, est dérisoire puisque c'est un condensé de Tsarfatim et Marocaïm, comme si les Juifs français avaient honte d'être marocains ou d'Algérie ou de on est 40 ans en arrière à ce niveau-là et ça ne correspond plus à rien. Oui, les Juifs français sont français. Ils le sont totalement par la culture et ils l'étaient auparavant.
avant, si vous voulez, un problème auquel Israël devrait penser. Il y a eu toutes sortes de problèmes, comme ça a été dit, d'équivalence de diplômes, etc. C'est vrai que les Juifs français représentent quelque chose de très différent dans le schéma israélien, à tous les niveaux, le niveau culturel, le niveau linguistique, etc. Et je pense qu'ils peuvent être une richesse pour Israël également, parce que ils apportent avec eux aussi une façon de voir, une façon dans le judaïsme qui peut être utile à la société israélienne qui connaît de grandes divisions. Sur l'avenir du judaïsme français, pour terminer, je dirais que j'ai écrit un livre qui s'appelle Avenir des Juifs de France, dans lequel j'examine toutes les possibilités de l'avenir des Juifs de France. Et j'arrive à une conclusion fondée sur une analyse sociopolitique, etc., à savoir que les Juifs de France, dans l'identité qu'ils avaient jusqu'à ce jour, n'ont plus aucune place dans la société française. De la vue d'une grande population d'Afrique du Nord, de religion musulmane, et des problèmes que cela a créés dans la société française, où on a inventé à ce moment-là le terme de communautarisme, en accusant aussi les Juifs. De ce fait-là, la continuité de l'identité juive française telle que nous la connaissons est devenue impossible ou dangereuse, voire inefficace. Et par conséquent, ceux qui estiment que cette dimension est la plus importante doivent s'en aller, c'est clair, parce que la France est confrontée aussi à un dilemme très profond qui fait que la dimension communautaire juive devient une invite au communautarisme musulman et de l'immigration, comme on dit, la fameuse communauté de l'immigration. C'est une vision fantastique parce que ça n'existe pas. Mais dans l'imaginaire collectif, cette question se pose. Par contre, si l'on souhaite continuer à vivre en France, il faut penser à un autre modèle d'identité, un autre modèle de continuité et de rapport. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une dimension démographique uniquement, si ce n'est que, comme beaucoup l'ont fait remarquer, il y a eu une sorte de migration intérieure des Juifs de France qui ont quitté les zones où ils risquaient d'être en danger par rapport aux agressions antisémites, etc., pour des zones beaucoup plus tranquilles de ce point de vue-là, tout Neuilly, le 16e, le 17e, à Paris, etc. Donc en fait, il y a eu un bouleversement déjà interne qui s'est produit. Une partie a fait son alia en 2015. Ensuite, il y a eu il y a eu des déceptions de cette alia, et ces déceptions ont été connues également en France. Elles ont été entendues par d'autres juifs qui faisaient le projet de faire cette alia. Voilà, c'est un peu, je crois que j'ai terminé mon temps de parole. Il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, alors je voudrais souligner quelque chose. Je cite toujours la prévision du professeur de la Pergola, prévision démographique sur le fait que les 3/4 des enfants juifs naissent dans l'État d'Israël. Je ne sais pas si c'est toujours actuel, je l'espère, mais là, nous sommes à la veille d'une intense révolution où l'ensemble du destin juif se fera en Israël, et d'où l'extrême importance du choix identitaire et culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shmuel Trigano. À nouveau, effectivement, une densité de réflexion et d'informations sur lesquelles j'espère nous allons revenir dans la partie des questions.